les candidats retenus et non retenus pour l'élection présidentielle. Il faut rappeler que monsieur, je recherche le nom, Leonardo Santos Simão, donc c'était le samedi 20 qu'il a pris son temps donc de son bâton de pèlerin pour rencontrer les candidats retenus et non retenus à l'élection présidentielle. Déjà, regardons le cadre, la forme et le fond, et puis les éléments de langage des différentes personnalités politiques qui ont été rencontrées. Marius, commençons par vous. C'est de bonne loi. L'ONU monte déjà au créneau en rencontrant les différents acteurs politiques ivoiriens à quelques semaines, pour ne pas dire à 3 semaines de l'élection présidentielle. Ah oui, Marius, excusez-moi, c'est la rentrée. Ah oui, la rentrée télévisuelle. Même si on rentre sans être parti. Oui, tout à fait. Mais je vous dis quand même bienvenue, messieurs. Merci. Très bien, allons-y, Marius. Et donc, l'ONU est montée au créneau en envoyant un émissaire, et pas n'importe lequel. Celui qui a justement en charge, Leonardo Santos, vous l'avez dit, qui a en charge donc l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour le compte de l'ONU. Et donc, en tant que représentant de cette entité internationale, il est venu au contact de l'actualité ivoirienne en rencontrant justement les acteurs ivoiriens du jeu politique, dont le président Laurent Gbagbo, le président Alpha Dessan, la présidente Simone Gbagbo. Et en un mot, il a rencontré tous les acteurs importants de la scène politique ivoirienne. Et je crois savoir que de leurs échanges, le point clé, pour ne pas dire l'élément culminant et qui nous a marqué notre attention, c'est bien la question de la paix. La question d'amener la Côte d'Ivoire à aller justement à cette élection dans la paix. Et bien évidemment, il a proposé que tous les sujets devraient être mis sur la table. Les uns et les autres devraient se parler, mais l'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire demeure un État, un pays de paix, de sorte à ce qu'au sortir de l'élection de 2025, la Côte d'Ivoire retrouve tous ses lettres de noblesse en poursuivant sa marche vertigineuse vers son développement harmonieux que nous avons entamé depuis quelques années, et surtout à la sortie de la crise de 2010. Et donc, c'est un émissaire certainement qui retournera heureux d'avoir rencontré tous les acteurs politiques et non des moindres. Et je crois savoir que les déclarations de chaque acteur politique, dont le président, c'est vrai qu'on n'a pas eu le verbatim du président Laurent Gbagbo, puisque la rencontre avec l'émissaire de l'ONU s'est faite à huis clos. À huis clos. Mais on a eu quand même... celui de Jean-Louis Billon, on va lire. Jean-Louis Billon. Il a insisté sur la nécessité de garantir des élections apaisées, inclusives et transparentes, et rappelé l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Il faut préserver la paix, il faut assurer la cohésion sociale. C'est pour ça d'ailleurs, de tout temps et en tout lieu, nous en avons appelé donc à la table de discussion. Nous avons appelé à ce que les acteurs ivoiriens et non des moindres, les politiques se parlent. Et je crois que la présence de l'émissaire, parce que déjà une chose est de se faire entendre, de se faire écouter. Des gens grognent, des gens se plaignent, des gens demandent la table de discussion avec le pouvoir en place. Et donc il est tout à fait intéressant que même si ce n'est pas avec le pouvoir en place, le fait même déjà qu'une institution internationale comme l'ONU envoie un émissaire au niveau national pour écouter le cri de cœur des uns et des autres, pour recueillir leurs préoccupations, était déjà de bonne loi. Et donc nous saluons l'initiative de l'ONU qui cette fois-ci monte au créneau que de nous envoyer après des casques bleus à la suite des grabuges que très souvent les élections engendrent dans nos États. Alors, on a également le point de Simone Gbagbo qui dit « Je réagis positivement donc à une telle sollicitation parlant de la rencontre avec l'envoyé spécial de l'ONU. Il faut que notre pays sorte des crises aiguës que nous avons connues. » Exhortant évidemment l'ONU à rencontrer l'ensemble de la classe politique afin d'obtenir des élections véritablement apaisées. Henriette Lagou, quant à elle, dit voilà, c'est pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, ajoutant que les encouragements et les conseils reçus vont renforcer mon action pour une campagne apaisée et constructive. Quant à Laurent Gbagbo, président du PPACI, Marius l'a dit, aucun commentaire n'a filtré justement de la rencontre avec l'envoyé spécial. Pascal Affiong-Guessant, en revanche, a dit que la situation actuelle est devenue plus dangereuse et menace la sécurité sous-régionale, appelant les Nations Unies à s'engager plus en avant en portant la question ivoirienne devant le Conseil de sécurité afin qu'une résolution soit adoptée pour le stopper. Pour stopper le processus actuel et ouvrir
un dialogue inclusif. Pour lui, la mission des Nations Unies ne doit pas s'arrêter à sa mission. Il faut que les Nations Unies Je reviendrai aillent sur ça. plus loin. Pardon? Je reviendrai sur ça. Très bien. Herman, réaction donc sur les différents commentaires des hommes politiques Leonardo et femmes Santos politiques. Simnao, qui est, je voudrais, dans le cadre de ce processus électoral, qui a sa deuxième visite ici, doit être heureux. Il a rencontré le président de la République, le président Alassane Ouattara. Ensuite, on l'avait dit, il allait rencontrer tous les acteurs. Il a déjà fait ce même rituel, j'allais dire. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas... franchement, les émissaires dans les élections, ils n'ont qu'un mot. Ils écoutent tout le monde, c'est leur démarche. Ils écoutent tout le monde, ils peuvent prendre même des griefs. Mais à la fin, regardons même ensemble sa conclusion. Il faut exprimer les désaccords dans le respect des lois et des institutions. Et il dit, je suis venu pour encourager le pays à mener des élections paisibles. Oui, en parlant à chacun, en le disant, c'est pas en faisant cette démarche-là qu'on sent forcément que l'ONU ou l'émissaire entend les griefs de l'opposition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition doit pouvoir comprendre, doit pouvoir adopter une autre démarche qui est, comme on l'a dit, moi, je pense jusque-là, aujourd'hui, il y a quand même trois candidats de l'opposition, qu'on sait, de la gauche et du PDC-RDA, qui sont en lice. Il faudrait que les gens comprennent qu'il n'y aura pas d'autres sorties. L'ONU ne va pas venir, comme à certaines époques, mener des injonctions. Des injonctions, comme à une certaine époque, pour pouvoir faire changer les choses. Si les gens entendent ça, ils se perdent. C'est vrai, parmi eux, en attendant de savoir les verbatims, ce que du PDC-RDA et du PPACI, lorsqu'il les a rencontrés, parmi eux, celui qui a été beaucoup plus courageux, c'est Pascal Affi-N'Guessan, qui le dit, c'est vrai, c'est un courage, mais les délais, aujourd'hui, on est à 2 semaines presque de Quand vous dites l'ouverture courageux, de la qu'est-ce qui vous campagne. fait dire, qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il a été courageux? Il a estimé que la situation actuelle est devenue plus dangereuse et menace la sécurité sous-régionale. Il a même demandé à ce que l'ONU travaille à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Il veut que la mission ne s'arrête pas seulement qu'à une mission. Que la question soit portée devant le Conseil de sécurité. Bloque même le processus et les élections. Donc je dis, il a été beaucoup plus courageux. Mais est-ce que cela va être entendu? Il faudrait que les gens, pendant qu'ils donnent, et ça c'est le mal au niveau de l'opposition dans toute l'Afrique, c'est pas seulement l'apanage de la Côte d'Ivoire, on s'en sort au Cameroun. L'opposition n'arrive jamais à s'accorder face à cette volonté d'attenance qu'eux, elles-mêmes, souhaitent. C'est ça le drame. Aujourd'hui, si vous avez tout essayé, vous estimez que c'est verrouillé, comme ils le disent eux-mêmes, le processus est verrouillé par le pouvoir en place, essayez de déverrouiller cela en vous accordant sur une alternance, avec un candidat, pour espérer, même si vous pensez que tout est verrouillé, pour espérer être dans le jeu. Très bien. Voilà, parce qu'ils le font. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils ne s'intéressent pas, ils n'ont pas de candidat à l'élection présidentielle. Mais j'espère pour ceux-là qu'aux législatives, ils ne vont pas être présents. Parce que qu'est-ce qui aura changé dans ce processus électoral? Pour vous, ça sera de l'incohérence si on les retrouve aux législatives? C'est véritablement de l'incohérence. Parce que si on dit que c'est déjà pipé d'avance que le président Ouattara va gagner, il avait juste envie d'avoir des candidats en face de lui pour faire du remplissage. Mais les législatives, on y va sur quelle base? Pour pouvoir aller avoir un groupe parlementaire, parce qu'on va voir peut-être plus de 8 députés, pour pouvoir avoir obtenir l'argent qui est prévu pour les politiciens, les partis politiques qui sont dans le Parlement. Moi, je pense qu'il faudrait que l'opposition essaie de montrer une certaine cohérence, une certaine logique dans ses actes. Si elle continue ainsi, elle aura contribué. Et je pense que c'est la meilleure alliée du président Ouattara pour être au pouvoir. Et ça, j'arrête là. Peut-être un autre jour, on reviendra dessus. Vous allez développer. Très bien. Élisée Boloubeu, est-ce que vous avez le même regard qu'Herman? Non, pas forcément, hein, mais je pense qu'il y a certains éléments quand même que je partage. Allez-y. Mais déjà, je veux rappeler, à la suite d'Herman, effectivement, que M. Simao, c'est la deuxième fois qu'il vient en 2025. Il était là au mois d'avril, je crois, entre le 18 et le 20 avril 2025. Et je vais vous lire l'une de ses interventions. Allez-y. Il a dit qu'il était là, rencontrer les parties ivoiriennes,
Parce que pour lui, il estimait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire représente un pays important dans le renforcement de l'intégration régionale et la conservation de la paix dans la sous-région. Il a même insisté sur l'importance de saisir l'opportunité des prochaines élections présidentielles pour davantage renforcer la démocratie et préserver les acquis économiques. C'était lors de sa première visite. Sa première visite en 2025. Mais quand vous regardez son verbatim d'avril et quand vous regardez son verbatim de septembre, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Rien. Fondamentalement, rien n'a changé. L'ONU a déjà sa position. Laquelle, selon vous? La position de l'ONU, c'est qu'on aura des élections en 2025. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de ne pas avoir des élections. Ça, c'est clair. La position de l'ONU, c'est que vous êtes libre de contester. Si vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne devriez pas aller à l'encontre des lois de la République. C'est la position de l'ONU. La position de l'ONU, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays stratégiquement important de par sa situation pour qu'on le laisse sombrer au regard de tout ce qu'on vit dans l'espace sous-régional. Voilà la position de l'ONU. Et sur ça, l'ONU ne transige pas. Et je pense que les différents, les acteurs politiques l'ont compris aisément sur cette question. Aujourd'hui, quand j'ai regardé un peu les verbatims, bon, on peut, les interventions, les réactions des uns et des autres... Herman estime que celui de M. Pascal Affi-N'Guessan est courageux? Non, parce que vous n'êtes pas sur la liste électorale ou bien parce que vous n'êtes pas sur le fichier, on arrête le processus électoral. Mais quel type de démocrate on est? Donc, pour vous, vos griefs, on remet en cause ce qui constitue le socle même de la République, c'est-à-dire la Constitution. Et à un moment donné, soyons sérieux. Très bien. Ouais, soyons quand même sérieux. Donc moi, je trouve que ça n'a rien de courageux. Pour moi, c'est plutôt des propositions antidémocratiques qui vont aux antipodes de la démocratie. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. On peut ne pas être content, on peut estimer que les choses sont pas déroulées dans les règles de l'art, mais on ne peut pas, pour ça, remettre en cause le fondement de la République, ce qui justifie aujourd'hui qu'eux-mêmes ils soient dans l'opposition, qu'ils soient financés, là. C'est ça, là. C'est ça qui justifie ça. C'est qu'il faut aujourd'hui même qu'on leur accorde de l'égard, parce qu'on dit son parti politique, c'est la Constitution. Donc on suspend l'élection, là. On suspend donc la Constitution, alors. Il faut qu'on soit cohérent. Très bien. Daouda, votre réaction justement sur les différents éléments de langage et puis, in fine, la réaction de l'envoyé spécial qui dit qu'il y aura des élections. Il souhaite en tout cas encourager le pays à mener des élections paisibles. Au-delà même de son souhait, je pense qu'il a déjà dit, parce que entre ce qu'il a dit l'autre, sa première visite, la deuxième visite, c'est pratiquement la même chose. Déjà, comment moi j'analyse la visite de l'émissaire de l'ONU? On peut l'analyser sur le plan diplomatique. Allez-y. Parce que s'il y a quelqu'un qui est au fait de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, c'est l'ONU, parce qu'on sait que dans les années 2010, elle a véritablement, il y avait même le certificateur de l'ONU qui s'appelait Choi. Voilà, on se rappelle. Donc, ils ont vu ce qui s'est passé. Et donc, dans cette dynamique-là, ils sont dans une dynamique d'anticipation. Ça, c'est la première des choses. Donc, avant qu'il n'y ait des grabuges, parce qu'il y a un front de la bagarre qui existe, qui, eux, ayant été récalés, la seule chose qui est dans leur tête, c'est la bagarre. Donc, on vient pour essayer de mettre tout le monde au même niveau d'information. Parce que pourquoi est-ce que je dis cela? C'est un appel à la responsabilité, parce que en insistant sur l'importance de la paix avant, pendant et après les élections, l'émissaire de l'ONU, en fait, met la responsabilité entre les mains des acteurs politiques pour dire ce pays-là, c'est le vôtre. Donc s'il y a quelque chose, c'est vous qui êtes les premiers responsables. Mais plus loin, cette visite du représentant de l'ONU, en fait, montre que la Côte d'Ivoire reste sous l'attention particulière des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens, au niveau international, ils regardent, les gens ont de gros investissements ici. Et donc, ils viennent pour prévenir toute forme de dégradation. Et le fait pour le représentant de l'ONU de rencontrer tous les acteurs politiques, que ce soit les récalés ou les retenus, c'est un signal d'impartialité pour dire qu'eux, ils ne sont ni pour l'un ni pour l'autre, mais leur seul camp, c'est le camp de la paix. Et cette décision-là vise à rassurer l'opinion et les partis politiques que toutes les voix, qu'elles soient récalées ou retenues, sont entendues dans le cadre du processus électoral. Quand je dis cela, moi, première des choses, quand on lit M. Jean-Louis Billon, Mme Simone Eivé, épouse Gbagbo, et Mme Ariel Lagou, on se rend compte que les candidats qui ont été retenus sont
de transparence. C'est ça, eux, leur point. Et les non retenus? Bon, les non retenus, je ne sais pas, eux, c'est le front de la bagarre. Donc peut-être qu'ils sont prêts pour aller à la bagarre. Mais là, pour le moment, moi, je préfère m'apaisantir sur ceux qui sont résolument tournés vers la paix. Voilà. Très bien, messieurs. On va donc, avec votre permission, on va recevoir notre invité, Monsieur Ted Azuma. Alors, pendant que l'émissaire de l'ONU en Côte d'Ivoire, on se rappelle bien, on le sait aujourd'hui, donc il y a donc quelque chose de très important qui démarre à New York. Donc, la 80e Assemblée générale de l'ONU. Monsieur Ted Azuma est là. J'aimerais qu'on puisse le faire venir. Il va donc réagir avec nous sur l'intérêt et l'impact de cette session-là, justement, sur la politique intérieure en Côte d'Ivoire. Certains diraient que oui, il y a donc les opposants qui sont également de ce côté-là, qui font bouger les lignes. Attention, des choses peuvent bouger. Est-ce que, au total, après cette session, on aura, comme l'a souhaité peut-être M. Pascal Afin-Guessé, une résolution qui pourrait dire attention, on bloque le processus ou on fait ci, on fait ça? On va réagir avec M. Azuma qui arrive. Alors, plus de 80 ans au service de la paix et du développement et des droits humains. La thématique, hein, c'est mieux ensemble, mieux ensemble. Bonsoir, monsieur Azuma. Bonsoir, madame. Bon, première réaction, question, mieux ensemble, est-ce que véritablement cette thématique-là est-elle d'actualité aujourd'hui pour l'ONU? Elle est d'actualité parce que le monde est en pleine surchauffe. Hein. Vous regardez tous les théâtres d'opération, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient et même en Amérique du Sud, il y a des conflits. Et donc, même en Europe, voilà, en Ukraine notamment, donc il y a des conflits. Le rôle de l'ONU, c'est de permettre d'assurer donc la sécurité internationale. Donc je pense que si l'ONU, à l'occasion de cette 86e session, demande que tout le monde se mette ensemble pour la paix, je pense que c'est un bon message. Est-ce que cette session aura un impact sur la politique intérieure en Côte d'Ivoire? Certainement, parce que la Côte d'Ivoire, oui, parce que la Côte d'Ivoire, je l'ai entendu tout à l'heure, joue un rôle clé dans la sous-région. Et si vous voyez que la sous-région est aujourd'hui sujette à des questions importantes comme le terrorisme, le blanchiment des capitaux, la lutte contre la drogue, il est important pour l'ONU que la Côte d'Ivoire reste ce verrou-là, ce îlot fort qui ne va pas sauter, parce que si la Côte d'Ivoire saute, je peux le dire... Quand vous dites que la Côte d'Ivoire saute, ça veut dire? C'est-à-dire que si nous avons de graves problèmes sécuritaires qui sont dus par exemple à des problèmes internes comme les questions d'élection ou de terrorisme, toute la sous-région va en pâtir. Très bien. Je reprends ma question. Est-ce que vous pensez que cette 80e session aura un impact sur la politique intérieure? Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait avoir une résolution? Est-ce qu'on pourrait entendre des choses de la part de l'ONU pour le processus, l'arrêter ou le renforcer? Votre réaction? Non, je ne crois pas. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Et puis les enjeux sont plus importants que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Rapportons les questions de l'ONU à des questions sous-régionales, à des questions continentales. Et surtout, ce que vous devez regarder, c'est les tendances aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux mondes qui sont en train de se dessiner. Un monde qui est dirigé, ou en tout cas l'idée par la Chine, la Russie, et un autre monde, peut-être même trois, un autre monde qui est l'idée par les États-Unis, qui viennent d'abandonner de façon subtile l'Europe. Donc l'Europe se retrouve un peu seule. Les Américains font leur politique et la Chine, la Russie et les pays du BRICS, ceux qu'on appelle les pays du Sud global, sont eux aussi en train de chercher à tracer leur voie. Très bien, Daouda. Déjà, je pense que cette assemblée de l'ONU aujourd'hui, quand on la regarde techniquement, ce à quoi on assiste, c'est que tout le monde crie à l'unisson, il faut donner plus de place à l'Afrique, il faut donner plus d'espace à l'Afrique, tout et tout. Mais concrètement, est-ce que eux-mêmes, la question que je me pose, c'est que est-ce que concrètement, eux-mêmes, ils ont envie de lâcher du lest? Je ne pense pas. Quand on dit eux-mêmes, vous parlez de... Je parle des 5 pays qui ont le droit de veto. Donc ouvrir la porte à l'Afrique. Ouvrir la porte à l'Afrique, parce que chaque fois, on a même... C'est très rare de voir un pays, même les membres non permanents, c'est tournant, tout et tout. Donc, pour moi, aujourd'hui, techniquement, je pense qu'il faille réfléchir à trouver des pays, que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale, au moins 3 représentants de l'Afrique qui peuvent parler en notre nom. Ça, c'est la première des choses. Et il y a une chose que Ted a dit qui est très vraie. Aujourd'hui,
quand on regarde la situation en Afrique de l'Ouest, il y a une forme de dégradation. Et c'est pourquoi tout à l'heure, avec le sujet sur la visite du représentant tout à l'heure, oui. quand il vient pour prévenir, pour sensibiliser les uns et les autres, si la Côte d'Ivoire, cette boucle est cassée, je pense que dans le système ouest africain, ça sera très, très, très compliqué pour tout le monde parce que l'Afrique de l'Ouest est déjà en danger du fait du Mali, du Burkina, du Niger. Ce n'est pas de leur faute, c'est le terrorisme qui est à la base de cela. Donc si la Côte d'Ivoire vient à céder, ça sera catastrophique pour toute la région. Et sincèrement, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience citoyenne véritablement de tout le monde. Votre commentaire justement sur le point de Daouda? Alors, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Regardez les enjeux sécuritaires, c'est plus important que regarder ce qui est en train de se passer maintenant. C'est très important, mais on l'a vu avec la Libye, hein, quand il y a eu le choc en Libye. Oui. Vous avez vu tout ce déploiement qui s'est fait. Donc aujourd'hui, dans la zone sud-saharienne, quand vous partez de la Mauritanie jusqu'au nord du Nigeria, cette bande-là est pratiquement essaimée de dessins terroristes. Alors, si cette bande-là n'est pas maîtrisée en amont et qu'on descend jusqu'au sud, jusqu'à avoir un accès à la mer par rapport à la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, le Togo et le Nigeria, ce sera vraiment difficile. Parce que l'accès à la mer change la géopolitique. Là, on est sur des terres intérieures, c'est un autre discours. Mais si on a en plus la terre, en plus de la terre, on a la mer, les choses vont changer. Élisée ? Ok. Moi, c'est vrai que j'ai lu un peu éventuellement les sujets qui seront abordés. La question toujours du membre permanent des Nations Unies pour les pays africains, pour l'Afrique, revient toujours. Mais moi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire ici, je dis tout dépend des Africains eux-mêmes. Tout dépend des Africains eux-mêmes. On va regarder les prises de parole à la tribune des Nations Unies de chaque chef d'État. Vous verrez qu'ils seront constamment en train de plaider pour leur chapelle personnelle. Mais à quel moment l'Afrique porte sa voix et puis sa voix est entendue? Quand chacun vient juste pour plaider pour lui. Là, on a pris des résolutions en 2015 sur la question du changement climatique, où des pays occidentaux ont été enjoints de payer parce que c'est le plus gros pollueur. Mais aujourd'hui, on fait le bilan. C'est des tribunes comme ça, là. On pose le problème. Mais attends, où on avance? À quel moment on évolue sur cette question? C'est pas à l'ordre du jour, on n'en parle pas. On vient, on dit non, moi j'ai mon cacao. Vraiment, il faut que vous l'achetiez. Et tout ça, voyez comment est-ce qu'on peut essayer de faire ami, copain, pour que vous preniez un peu. Ça ne peut pas avancer sur cette manière. On ne pourra jamais rentrer dans Il faut que l'Afrique parle d'une voix. D'abord, d'un premier temps, qu'elle se fasse respecter elle-même. On est en train de... Là-bas, on va prendre la majorité des décisions pour parler de la Palestine et d'Israël. Mais est-ce que vous savez qu'au Soudan, ça fait combien d'années ils sont en conflit? On ne sait même pas aujourd'hui si les écoles vont s'ouvrir à Khartoum. Au Congo, dans la République, à l'est du Congo. C'est catastrophique. En Afrique de l'Ouest ici, je parlais tout à l'heure, la situation, c'était dans le nord du Mali, mais c'est en train de se passer partout. À la frontière sénégalaise, on sait que c'est déjà difficile. Là encore, on nous apprend qu'il y a eu des attaques entre Sikasso et Bamako. Sikasso, c'est la première grande ville quand on sort du Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Donc ça veut vous dire que c'est en train de descendre. Mais tout ça, c'est des réalités. Mais l'Afrique, à quel moment on se mobilise autour de toutes ces causes-là, et puis on porte une voix, on s'assoit, et puis on décide, ou bien on influence l'ONU, de sorte à ce que l'ONU prenne ces situations-là à bras le corps et puis apporte une solution. Vous voulez dire que l'Union africaine devrait porter ses points? Moi, je pense tant qu'on sera dans une dynamique de parler de façon individuelle sur nos intérêts personnels, l'Afrique ne pourra pas avoir non seulement ce siège, mais ne pourra pas aussi susciter le maximum d'intérêts souhaités. C'est une réalité. Faites votre commentaire? Oui, mais Élisée, je comprends votre point, mais il y a d'autres forces aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et surtout au niveau du groupe des 5. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. La Russie et la Chine sont ensemble. Les États-Unis ont... Un peu isolés. Voilà, sont un peu isolés, ou se sont un peu isolés, et il reste la France et la Grande-Bretagne. Si on fait rentrer un pays africain, lequel on fait rentrer? Et il part de quel côté? Voici la question. C'est-à-dire, lequel, de quel côté? Mais si on prend l'Afrique du Sud, c'est les BRICS. Oui. Si on prend l'Algérie, l'Algérie n'ira pas soutenir les propos de la France. On connaît les relations de l'Algérie avec la France. Si on prend l'Égypte, qui est un pays qui est
qui est en première ligne dans la gestion de la crise palestino-israélienne, parce qu'il reçoit les réfugiés et tout ça. Quel discours Et si on prend la Côte d'Ivoire, par exemple? Par exemple, la Côte d'Ivoire pourrait être... oui, la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a une vieille tradition de neutralité. Hein. Je veux dire, avec Houphouët-Boigny, on a toujours dit amis de tous, ennemis de personne. On a vu l'intervention de la Côte d'Ivoire dans les questions de l'apartheid en Afrique du Sud. On a vu aussi l'intervention de la Côte d'Ivoire en Israël. On a vu l'intervention de la Côte d'Ivoire dans les questions au Maroc. Face au Front Polisario et tout ça. Donc la Côte d'Ivoire peut être une belle carte. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas le moment que ce verrou-là soit mis à mal, parce qu'aujourd'hui l'Afrique se cherche une voie. Et il faut donner la possibilité aux voix qui sont plus ou moins constituées de pouvoir s'exprimer. Très bien, Herman. Moi, j'ai trois petites choses. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'avis lorsque on veut faire passer les BRICS comme une alternative, comme si les gens de BRICS, vous ne voulez plus de l'ONU. Non. L'ONU, pour moi, parce que tous ces membres des BRICS, la Chine est toujours, membre du Conseil de sécurité. Et puis, on a aussi la Russie à l'intérieur. Les autres membres de BRICS, justement, veulent avoir chacun un poste prépondérant dans l'ONU. Et non pas voir, cet organe-là disparaître. Parce que tout le monde veut jouir de cette ONU-là qui donne la place prépondérante à certains grands acteurs. Et ça, là-dessus, je voudrais qu'on le voit. Les BRICS, peut-être à l'opposé des systèmes comme FMI, Banque mondiale... Sur le plan économique? Oui, certainement. Maintenant, la deuxième chose, il y a que la participation de la Côte d'Ivoire, on peut en parler, hein, mais avant ça, De Gaulle disait en 1960, le machin qu'est cette ONU. Et il disait tout à l'heure... Traitant l'ONU de manchin. Oui, traitant l'ONU de manchin, ça veut dire cet incapable organe. Élysée a évoqué des éléments qui sont importants, qui sont, je veux dire, qui sont d'une certaine urgence. Parlons des conflits en Afrique. Des conflits en Afrique. L'ONU ne peut pas gérer tous ces conflits, c'est vrai, mais l'ONU ne regarde pas souvent certains conflits. Qui devrait porter la voix de ces conflits? Est-ce l'Union africaine, par exemple? Non, c'est pareil. L'Union africaine, c'est à la petite échelle continentale de l'ONU. Pour moi, je reste vraiment dans l'idée de De Gaulle sur ces organisations-là. Il y a un principe que ces pays-là même nous ont fait accepter. Les relations entre États, ce sont des relations d'intérêt. Donc, quand ils s'organisent, c'est comment nous continuons de spolier les plus petits. Et c'est de l'expression qui est là. Maintenant, on peut voir la Côte d'Ivoire qui va à l'ONU pour participer à la semaine de haut niveau avec les chefs d'État, tout ça. C'est vrai que notre président n'est pas là-bas, mais il a envoyé Patrick Hachi là-bas avec une bonne délégation. Bien sûr. Voilà. Nous, ça peut avoir un intérêt pour nous. On est dans une phase où l'opposition, certains acteurs de l'opposition traînent à Washington, aux États-Unis, pour rencontrer, faire du lobbying et autres. Donc, Patrick Hachi, qui est quelqu'un qui connaît quand même le sérail américain, va aussi y aller pour rigoler, va faire aussi de bonnes images avec des officiels pour montrer que le président Ouattara a toujours ses coups de franc sur certains. Moi, je pense que ça a un intérêt dans ce sens-là pour la Côte d'Ivoire. Quoique, j'en attends pas grand-chose de... Réaction justement sur les trois points d'Herman. Le premier point, il estime que comparer l'ONU et les BRICS, il voit plutôt ce point-là sur le volet économique. Non, ce n'était pas une comparaison. Okay. C'était pour dire qu'aujourd'hui, le monde est parcouru par des forces. Voilà, c'est des forces qui parcourent le monde. Vous avez vu ce que la Chine a fait il y a peut-être 2 semaines, le sommet de Shanghai. Il y a eu des pays qui se sont déplacés pour les économies, de politique, et le défilé militaire à côté de cela. Donc avant ça, Donald Trump aussi qui se déplace, qui va voir en Angleterre, qui essaie de travailler. Il a
aujourd'hui ouvert un petit front avec le Venezuela pour lutter contre la drogue. Je veux dire, c'est toutes ces forces-là qui parcourent le monde et l'ONU, à sa charge, doit faire en sorte que la sécurité internationale soit garantie. Mais quels sont les outils que l'ONU a? Il y a le Conseil de sécurité. Mais si on manie, on redéfinit le Conseil de sécurité, ça modifie toutes les donnes. C'est de ça que je parle. Si vous prenez l'Afrique du Sud ou vous prenez le Venezuela, que vous le faites rentrer au Conseil de sécurité parmi les 5 membres qui vont devenir désormais 6, les choses ne vont pas se passer comme elles se passaient avant. Donc voilà ce que je dis. Donc je dis que c'est un enjeu important et c'est un enjeu important pour l'Afrique. Vous voyez, sur les questions internationales, souvent l'Afrique a été précurseur. Ça, on ne le dit pas souvent assez. Avec quel impact? Par exemple, non, mais ça donne. Sur la question, par exemple, de la reconnaissance de la Palestine comme un État, c'est l'Afrique. Il y a eu 52 pays qui ont reconnu, qui ont commencé à faire. Et c'est tout récemment que certains pays européens ont commencé à faire cela. Donc, je veux dire, et même l'Afrique du Sud a déposé un dossier pour dénoncer le génocide qui se passe en Palestine devant la Cour internationale de justice. Donc je veux dire, il y a des initiatives que l'Afrique peut prendre. Et encore faut-il qu'elle soit elle-même solide en interne. Et unie. Et unie, peut-être, voilà. Solide en interne et unie. Et c'est à partir de là que ça se jouera. Si la Chine aujourd'hui peut imposer ses vues, si la Russie aujourd'hui peut imposer ses vues, si les États-Unis, à lui seul, avec près de 400 millions d'habitants, peut imposer ses vues à l'Europe, à l'Afrique, au monde entier, c'est par rapport à la puissance qu'elle représente, puissance militaire, puissance économique, puissance de la population et puis étendue du territoire. Voici les éléments qui permettent à un pays de s'imposer. Sinon, vous allez faire beaucoup de plaidoyer, beaucoup de bruit et il n'y aura pas grand-chose. Marius? Ted fait bien de le préciser parce que la question donc, du Conseil de sécurité est primordiale dans la géopolitique internationale que nous vivons aujourd'hui avec de nouveaux États qui essaient d'émerger. Des États qui émergent. Des États qui émergent, pardon. Nouveau, voilà. Et voilà, il parlait tantôt de l'Afrique du Sud. Vous savez, l'ONU a été créée en 1945 avec que 51 États qui ont contribué donc à son émergence, à sa création. Mais aujourd'hui, l'ONU, c'est 193 États, plus le Soudan du Sud, qui a été reconnu membre en 1911. Mais regardez la Palestine, le cas d'Israël et de la Palestine. Voilà un État comme l'Israël, qui n'est même pas membre du Conseil de sécurité, mais qui s'adosse dans sa relation bilatérale avec les États-Unis et qui bénéficie d'une force d'influence au niveau du Conseil de sécurité grâce aux États-Unis. Et donc, c'est 54 000 morts palestiniens dénombrés d'octobre 2023 à juin-juillet 2025. 54 000 Palestiniens tués, plus de 15 000 enfants. Et cela ne meurt personne. Ça aurait été en Afrique, qu'on nous aurait déjà envoyé les casques bleus. Or, l'ONU est faite pour assurer la sécurité et la paix dans le monde. Comment peut-on laisser justement un État faire une colonisation au XXIe siècle, bombarder des zones d'un autre État? D'ailleurs, 152 États aujourd'hui reconnaissent un État palestinien. Mais ces 152 États, y compris la France, n'arrivent même pas justement à faire prévaloir leur voix parce que les 152 États, il n'y a que peut-être un seul ou deux, la Grande-Bretagne et la France, qui sont au Conseil de sécurité. C'est inacceptable. Il faut redéfinir justement le système de fonctionnement du Conseil de sécurité. Merci Marius pour votre point. Alors Monsieur Azuma, on aura donc votre dernière intervention. Au total, sur la thématique, que retenir justement pour la Côte d'Ivoire par rapport à cette 80e session? Bon, pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit dès le départ. La Côte d'Ivoire fait partie d'un ensemble sous-régional qu'il faut stabiliser, qu'il faut maîtriser et qu'il faut assainir par rapport aux enjeux de lutte contre le terrorisme et surtout de blanchiment des capitaux et de lutte contre la drogue. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, les enjeux pour l'Afrique, c'est les enjeux qui sont relatifs
à l'introduction d'un pays africain au Conseil de sécurité de l'ONU, pour que l'Afrique puisse aider le monde aussi à faire baisser la température. Vous voyez en Afrique, tous ces conflits-là, au Congo, c'est terrible ce qui se passe au Congo. Justement, c'est là où je reviens encore sur le point. Excusez-moi, on nous accorde maximum quelques minutes au journal, ils ne sont pas encore prêts. Oui. Regardons un peu la force justement de l'Union africaine. Tous les conflits cités, ne me dites pas, ne soyez pas découragés, messieurs. Tous les conflits cités par Élysée, qui devrait les porter de façon unanime au Conseil de sécurité? C'est bien l'Union africaine, c'est bien l'Afrique. Non, c'est chaque pays qui est membre de l'ONU. Ce n'est pas des organisations qui sont membres de l'ONU. Mais si on a des problèmes comme justement pour tout un continent. Mais l'Union africaine a montré sa faiblesse face à ces situations-là. Ça, il faut le reconnaître. C'est comme quand on a eu des problèmes en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a dû prendre des mesures parce qu'elle n'était pas préparée à faire un certain nombre de choses. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, dès qu'on a reconnu cela, il faut prendre des mesures. Donc, il faut appeler les pays africains à se structurer solidement en interne. J'insiste là-dessus parce que c'est les institutions, les organes forts d'un pays qui lui permettent de résister. Parce que les bourrasques, les vents violents, les vents contraires, ça existe. Et dans le monde, tous les pays ont subi des vents violents. Si vous n'êtes pas solide, vous allez chuter et dans votre chute, peut-être que vous allez entraîner d'autres pays. Élysée, et puis on reviendra sur le point des institutions. D'accord. Moi, comme j'ai souvent l'habitude de dire, il faut qu'on sorte vraiment de cette éternelle victimisation. Les gens sont contre nous, les gens ne nous aiment pas, les gens vraiment se battent contre nous. Bon, franchement, moi... Est-ce que les pays africains sont dans ce registre-là? Mais il suffit même de nous écouter sur le plateau ici et puis très vite, on s'en rend compte. Voilà, constamment, les autres sont responsables de tous nos malheurs. Nous, on n'a rien à faire. Nous, on est vraiment ceux-là qui sommes les petits poussés, on souffre dans tout. Mais vous ne souffrirez que dans tout. Quand chaque 5 ans avant les élections, vous mettez tout le pays en benne. Mais à quel moment... Ça veut dire quoi, Élysée? Mais vous êtes constamment en train de vous battre pour des questions électorales. À quel moment la sérénité est établie et puis on se projette sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans? À quel moment? Si tout le monde veut devenir président, tout le monde veut gouverner, justement pour son clan et pour ses amis, on a des tensions sur chaque 5 ans. Mais on ne peut pas bâtir sur du long terme quand chaque 5 ans on est obligé de tout arrêter et puis commencer à régler des problèmes ou bien souffrir d'une tension. Voilà le vrai problème. Très bien. Voilà, donc moi je pense que avant qu'on ne soit toujours en train de dire les gens sont contre nous, les gens nous en veulent, vraiment on souffre, on fait pitié, Dieu vient à nos secours. Nous-mêmes à un moment donné... Pas à ce point, c'est une manière d'exagérer, mais ça vraiment c'est le discours qu'on atteint un peu partout. Nous-mêmes ayons le courage de nous regarder droit dans le miroir, assumer nos responsabilités, comprendre que... bien, Élysée, voilà, assumer nos responsabilités et puis vraiment essayer d'apporter... Oui, essayer d'apporter vraiment des solutions concrètes pour nous permettre de nous projeter. Il faut qu'on sorte vraiment de la gestion des crises de coup à coup. Vraiment, il faut qu'on en sorte et qu'on se projette. Merci infiniment, Monsieur Azuma. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes analyste géopolitique. Merci infiniment de votre regard.